Terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Année scolaire 2016-2017 sera bel et bien validée. Tous les examens de fin d'année pour le secondaire restent maintenus aux dates indiquées, a rassuré le directeur national des examens et concours. L'accord pour la paix et la réconciliation, beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Les avis partagés des Ségoviens dans la page spéciale en 2 de l'accord de ce journal. Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Donc, le président de la République vient de regagner Bamako en provenance en Guinée. À Conakry, le président de la République avait pris part à la 17e conférence des chefs d'État de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. À sa descente d'avion, on l'a vu, il a été accueilli par le premier ministre chef du gouvernement, Abdoulaye Idrissa Maïga, des membres du gouvernement et beaucoup d'autres personnalités de la République. Voilà. Et la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS a pris fin donc à Conakry et le tout nouveau président en exercice de l'OMVS est le président sénégalais Macky Sall. Et Macky Sall, dans son premier discours, a déclaré qu'il a comme priorité parmi les 4 qu'il a annoncé travailler à la concrétisation de la navigabilité du fleuve Sénégal, très bien souligné dans la déclaration du président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali à l'ouverture de la conférence. Alpha Condé, président de la République de Guinée, président en exercice sortant de la conférence des chefs d'État de l'OMVS après 2 années passées à la tête de l'organisation, passe donc le témoin à Macky Sall du Sénégal. C'est l'une des principales décisions de la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS. Et le ministre guinéen en charge de l'énergie, Talibi Silla, a été désigné pour diriger le conseil des ministres de l'organisation en remplacement à ce poste de son homologue de la Mauritanie. Et cette bonne nouvelle pour le Mali, notre compatriote Ahmed Jan Semiga est désormais le nouveau haut-commissaire de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Nous reviendrons dans nos éditions de demain avec le récit de nos envois spéciaux à Conakry. Nous sommes mercredi ici à Bamako. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire dans sa salle de délibération au palais de Koulouba. C'était sous la présence de Abdoulaye Idrissa Maïga, Premier ministre. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des textes, procédé à des nominations. Entendu une communication avec moi sur ce plateau, Ibrahima Djombele. Bonsoir Ibrahima Djombele. Bonsoir, Aoui Touré. À vous donc, lecture du communiqué du Conseil des ministres. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous commençons par le chapitre des mesures réglementaires.
Au titre du ministère des Mines, sur le rapport du ministre des Mines, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le détail des compétences transférées de l'État aux collectivités territoriales dans le domaine des mines. La loi du 7 février 2012, modifiée, portant Code des collectivités territoriales en République du Mali, autorise les organes délibérants des collectivités territoriales à régler les affaires de leur ressort territorial en matière de développement économique, social et culturel. Le présent projet de décret fixe le détail des compétences transférées à la commune, au cercle, à la région et au district de Bamako dans le domaine des mines. Et il précise l'appui conseil apporté par les services centraux et déconcentrés du ministère des Mines aux collectivités territoriales dans ce cadre. L'adoption du présent projet de décret permettra aux collectivités territoriales de mener à bien les actions de développement dans le domaine des mines. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, sur le rapport du ministre de l'Éducation nationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret numéro 1-494 PRM du 11 octobre 2001, modifié portant création d'académies d'enseignement. Les académies d'enseignement sont chargées d'assurer la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'enseignement et d'éducation, de participer à la gestion des examens et concours de l'éducation et de contribuer à la conception des programmes et manuels scolaires. Le programme décennal de développement de l'éducation et de la culture prévoit la création de 25 académies d'enseignement pour couvrir les besoins du pays. Le décret du 11 octobre 2001, adopté dans le cadre de la mise en œuvre des grandes orientations de ce programme, a créé 18 académies d'enseignement. La présente modification vise à créer les académies d'enseignement de Taoudéni et de Ménaka, et cela pour prendre en compte la réorganisation du territoire conformément à la loi du 2 mars 2012 portant création de circonscriptions administratives. Elle réaménage en conséquence le ressort territorial des académies d'enseignement de Gao et de Tombouctou. La mise en place des académies d'enseignement de Taoudéni et de Ménaka dégage une incidence financière de 1 623 440 000 francs CFA. L'adoption du présent projet de décret contribuera notamment à l'amélioration de la gouvernance du système éducatif, au rapprochement des structures d'encadrement des communautés éducatives. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de l'administration territoriale. Secrétaire général, M. Alaï Tessougué, administrateur civil. Au titre du ministère de la décentralisation et de la fiscalité locale, conseiller technique, M. Ousseini Salaha, magistrat. Au titre du ministère de la réconciliation nationale, conseiller technique, M. Moussa Makalou, inspecteur des finances. Au titre du ministère de l'élevage et de la pêche, directeur général du Centre national d'insémination artificielle animale, M. Diakari Dia Traoré, maître de conférence. Au titre du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle, conseiller technique, M. Modibo Touré, inspecteur de l'enseignement secondaire, M. Boukari Togo, administrateur du travail et de la sécurité sociale. Chargé de mission, M. Ibrahima Sango, psychopédagogue. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Agriculture, sur le rapport du ministre de l'Agriculture, le Conseil des ministres a entendu une communication écrite relative aux propositions d'orientation stratégique pour une nouvelle politique de dynamisation de la filière coton au Mali. Le secteur coton demeure un pilier important de l'économie malienne et contribue au produit intérieur brut à hauteur de 15%. En dépit de cette contribution, le secteur connaît des difficultés malgré les efforts importants consentis par l'État pour relever la compétitivité de la filière cotonnière, notamment la subvention des intrants agricoles et l'accompagnement des partenaires au développement. Profitant donc de l'embellie que le secteur connaît aujourd'hui en Afrique en général et au Mali en particulier, le gouvernement a pris l'initiative de procéder à la définition d'une nouvelle politique de dynamisation du secteur coton. L'atelier de réflexion organisé dans ce cadre propose un nouveau schéma de privatisation de la filière coton, axé notamment sur la restructuration de la compagnie malienne pour le développement des textiles CMDT, l'unification des salles régionales de classement du coton, la reconfiguration du capital de la CMDT et la promotion de la production du coton dans des zones favorables. Il propose également des mesures pour le développement d'un système industriel performant de transformation du coton à travers,
entre autres le renforcement de l'outil industriel de la CNDT et la promotion de la consommation locale des produits issus des industries textiles et des huileries. La nouvelle politique de dynamisation de la filière coton au Mali prévoit enfin la consolidation des acquis de l'interprofession du coton et de la Confédération des sociétés coopératives de producteurs de coton. Les orientations stratégiques proposées s'inscrivent en droite ligne de la loi d'orientation agricole, de la loi portant sur le foncier agricole et de la politique de développement agricole. Ce sera tout pour ce soir à Touré. Merci Ibrahima Diombele. Vous allez rester avec moi pour suivre le cours de ce journal et ce message de félicitations du président de la République adressé à Sa Majesté le roi Harald V de Norvège. La célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'heureuse occasion d'adresser à votre Majesté ainsi qu'au peuple norvégien, au nom du peuple du Mali et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais également saisir cette agréable opportunité pour vous me féliciter de la qualité des relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent si heureusement nos deux pays et réaffirmer ma disponibilité constante à œuvrer de concert avec vous pour leur raffermissement. Je forme des vœux sincères de santé, de bonheur pour votre majesté, de succès et de prospérité croissante pour le peuple norvégien. Je vous prie d'agréer, majesté, les assurances de ma très haute considération. La France a son nouveau gouvernement, 22 membres, 11 femmes, 11 hommes. Les postes clés restent occupés par des fidèles du président Emmanuel Macron. Jean-Yves Le Drian de la Défense passe ministre des Affaires étrangères et il passe le portefeuille de la Défense à une dame et le Benjamin du gouvernement de Édouard Philippe à 34 ans. Il a en charge le ministère de l'Action et des Comptes publics. Le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a reçu cet après-midi une délégation des Nations Unies conduite par le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix. Les échanges ont porté sur le processus de paix au Mali et le renouvellement du mandat de la MINUSMA prévu pour juin prochain. Ramata Konaté nous parle de cette rencontre. À la primature, on passe au peigne fin l'état d'avancement du processus de paix au Mali et les difficultés qui bloquent sa mise en œuvre. Il y a eu un certain nombre de progrès, une certaine dynamique qui est reconnue. Il y a encore des progrès, évidemment, à faire. Nous savons tous que tout n'est pas terminé. Il y a des attentes de la part de tous les partenaires et tous les amis du Mali, de la part du Conseil de sécurité. Mais nous avons parlé de cela, nous avons esquissé des pistes pour progresser ensemble. Je crois que ce dialogue a été très constructif. Il a aussi été question des urgences de l'heure. Le Premier ministre a rappelé aujourd'hui les urgences auxquelles le gouvernement doit faire face en termes de sécurisation des populations et de l'ensemble du pays, notamment dans les régions du nord et du centre du pays, et les efforts en cours aussi pour stabiliser le front social. Et qu'à côté de ceci, il était important que nous puissions bénéficier de plus d'accompagnement de nos partenaires pour vraiment les efforts en cours par le gouvernement, les forces de défense et de sécurité pour la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, mais aussi répondre à l'impatience et aux attentes de nos compatriotes pour apporter plus de sécurité et de quiétude pour les populations qui font face à l'insécurité, à beaucoup de défis au quotidien. Je crois que ce message a été compris. Il a été aussi souhaité que nous puissions aller beaucoup plus vite en termes d'accompagnement pour le processus de DDR et tout le processus de volet sécuritaire de l'accord qui aujourd'hui est une dimension extrêmement importante. Dans le cadre de la sécurisation, le Premier ministre a mis l'accent sur l'importance aujourd'hui de pouvoir vraiment apporter une réponse définitive et durable à la situation de vide sécuritaire dans certaines parties du pays, notamment la situation à Kidal.
Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que dans le cadre de la session ordinaire en cours, une séance plénière se tiendra demain jeudi 18 mai et jour suivant s'il y a lieu à l'ordre du jour délibération sur des projets de loi, création de groupes d'amitié, adoption de résolutions, communication. Les travaux débuteront à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta et nous restons à l'Assemblée nationale pour vous parler de cette activité qui a été menée aujourd'hui, à savoir le programme d'appui au renforcement des capacités de l'Assemblée nationale. La session vient de prendre fin et les responsables du programme ont présenté les résultats obtenus. On fait le point avec Sokona Kamisoko. Financé à hauteur de plus de 700 millions de francs CFA, le programme d'appui au renforcement des capacités de l'Assemblée nationale vient de s'achever. Il a été entièrement financé par l'ambassade du Royaume du Danemark et mis en œuvre par le Consortium National Democratic Institute, NDI, NIRASA. Les responsables du programme se sont réunis à la faveur d'une rencontre pour faire le bilan des activités. Sur une attente de 90%, les actions planifiées ont été réalisées à plus de 97% sous la haute supervision et le leadership du comité de pilotage qui s'est réuni, comme prévu, à 4 reprises durant la mise en œuvre du programme. C'est cette instance qui a suivi, orienté et validé tous les travaux du programme. À travers de ces programmes, nous avons accompagné l'Assemblée nationale du Mali pour lancer la mise en œuvre du vaste et très ambitieux programme de développement de cette institution clé et un socle de la société malienne. Les résultats du programme sont jugés satisfaisants pour le premier responsable de l'Assemblée nationale. Le projet de renforcement qui vient de s'achever venait justement concrétiser la mise en œuvre des activités prévues par le PSDIAN. Nous devons reconnaître qu'il a eu un impact immense sur la marche de notre institution et sur la qualité de nos prestations. La satisfaction de la représentation nationale résulte pour une large part non seulement de la pertinence des modules et des activités choisies, mais aussi de la grande souplesse de la formule de mise en œuvre du programme. Démarré en septembre 2015, le programme d'appui au renforcement des capacités de l'Assemblée nationale a pris fin en septembre 2016. Il a concerné 8 organes de l'Assemblée nationale, à savoir l'administration et la direction de la communication, les commissions de loi, emploi, femmes, travail et finances, les réseaux des parlementaires et la haute cour de justice. Page spéciale en 2 de l'accord pour la paix et la réconciliation. Les Ségoviens se prononcent. Si le Ségovien avisé estime que l'accord constitue un pas important pour la paix et la réconciliation au Mali, beaucoup d'autres estiment que des efforts restent à faire dans sa mise en œuvre. Nous vous proposons quelques impressions depuis Ségou avec Kandé et Karamoro Traoré. Un accord, c'est déjà un acquis. 2 ans après la signature de l'accord de paix issu des pourparlers d'Alger, pour le citoyen ségovien averti, si cet accord constitue un pas important pour la paix et la réconciliation, beaucoup reste à faire dans sa mise en œuvre. L'application, c'est les 2 parties. Alors, si une partie joue sa partition et que l'autre traîne un peu, alors c'est tout à fait normal que l'accord traîne. Nous sommes entièrement d'accord que ça traîne. Mais un jour qu'on aboutisse à un accord total. L'accord a été signé, c'est vrai. Les Maliens sont en train d'adhérer progressivement. Et cela aussi est dû à l'information, à la communication vraie. Nos frères des mouvements ont arrêté, sont avec nous dans le MOC. C'est déjà très important. Mais il faudrait qu'il y ait leur implication par rapport à la lutte contre le terrorisme. D'un point de vue social, sociétal, voire religieux, un mauvais accord vaut mieux qu'un manque d'accord. Et nous devons accompagner l'autorité malienne, c'est-à-dire faire des actes citoyens, sensibiliser les gens, croire que si on veut, on peut faire la paix. Notre zone aujourd'hui qui connaît alors le Mali, la bande au fil du Niger,
Alors, il y a vraiment beaucoup de choses là-bas aujourd'hui qu'on craint. Parce que l'insécurité qui règne là-bas aujourd'hui, vraiment ne permet même pas au PDG alors de faire une sortie normale. Il faudrait que tout le monde s'y mette. Il ne faut pas laisser l'affaire aux seuls dirigeants du pays, mais il faut qu'on se donne la main pour que les choses aillent. Sinon, l'accord, bon, il va tant bien que mal, et je pense que le problème va se résoudre dans un futur proche. Il appartient donc à chaque citoyen de jouer pleinement sa partition pour le retour définitif de la paix au Mali. L'actualité sur un tout autre plan, les examens de fin d'année pour le secondaire auront bel et bien lieu aux dates indiquées. C'est ce que nous confirme Mohamed Meiga, directeur national du Centre des examens et concours, dans un entretien accordé à Fatoumata Kone. Nos examens vont se dérouler aux dates indiquées parce que toutes les dispositions ont été prises du côté du ministère de l'Éducation pour se rassurer que les programmes ont été exécutés jusqu'à un certain niveau et ils vont s'achever avant la période des examens. Le lundi 8 mai, le ministre a convoqué tous les directeurs d'académie ici à Bamako et il a demandé à chacun de nous dire la situation en ce qui concerne l'état d'exécution des programmes. Dans certains cas, ils sont dans les normes, dans quelques cas, ils sont en retard et ces retards, ils ont déjà pris les dispositions pour combler ces retards. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'en plus de cela, il y a le programme d'urgence sociale du président de la République qui nous a poussé à faire des cours de soutien aux élèves des classes d'examen. Ces cours ont commencé depuis le mois de mars et continuent. Et tout cela, mis ensemble, permet de rattraper les quelques retards qui ont été constatés ça et là. Les premiers examens ont eu lieu lundi et mardi. Ce sont les épreuves anticipées du baccalauréat. Les épreuves anticipées du DEF aussi sont en cours depuis le 2 mai. Si on prend chronologiquement, le premier examen qui va se dérouler, c'est le certificat d'aptitude professionnelle qui commence le 29 mai. Après le CAP, il y aura le DEF le 5 juin. Ensuite, il y aura le BT le 12 juin. Ensuite, il y aura le BAC et les examens des IFM le 19 juin. Le brevet de technicien en agropastoral, comme eux, ils sont en vacances à cette période, leurs examens, c'est prévu pour le mois d'août. La cellule de planification de statistiques du ministère de la décentralisation et de la fiscalité locale a présenté le rapport de sa 6e revue sectorielle. On fait le point avec Adama Koulibaly. Ce rapport à revoir présenté aux partenaires est un document de plus de 60 pages. Le document contient la synthèse des activités administratives territoriales menées, la gestion des affaires de la fonction publique et celle de la sécurité intérieure du pays. Le rapport fait la réflexion sur comment réduire la pauvreté avec la recherche de solutions pour la remise en cause des capacités de l'État à faire face aux nombreux défis après la crise politique. Les organisateurs de l'atelier demandent aux participants de faire une analyse objective des points de recherche du document pour qu'il soit le creuset de trouver les voies et moyens de lutter contre la pauvreté pour la paix et la cohésion sociale dans le pays. L'élaboration qui est soumise a nécessité une collecte d'informations auprès des directions et gestionnaires des projets et programmes. Il nous revient donc de vous faire une restitution de ce travail. Le résultat attendu du présent atelier est de valider ces informations, au besoin de les compléter en vue d'améliorer la qualité qui servira d'intrant au rapport de la revue du CRED, le cadre de relance économique du développement durable. La mise en œuvre des politiques et stratégies nécessite de plus en plus un suivi régulier afin d'identifier à temps les contraintes de nature à entamer l'atteinte des résultats escomptés et prendre les mesures idoines. Les revues sectorielles sont devenues depuis quelques années une pratique consacrée au sein de nos administrations, un exercice participatif permettant à l'ensemble des acteurs impliqués de se retrouver pour faire les points d'exécution des politiques et stratégies dont ils ont la responsabilité. Durant 3 jours, ces différents points seront revus avec les échanges entre les administrateurs de la cellule de planification et statistique du département de la décentralisation et de la fiscalité sociale et leurs partenaires techniques et financiers invités au débat.
Et les femmes du marché de Médine ont reçu la visite de Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille pour des échanges sur leurs conditions de travail et recueillir les doléances. Salima Tandao a suivi pour nous. Un ministre dans la poissonnerie du marché de Médine, une scène inédite pour les vendeuses. Ici, tous les jours, défilent 30 000 personnes de tous bords, en majorité des femmes. Le chef du département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille n'est pas venu pour des courses, mais pour échanger avec ses sœurs sur leur quotidien et leurs besoins. Tout ce qui se réalise en termes de famille, aujourd'hui dans notre pays, se réalise dans le marché. Comme elles ne peuvent pas être dans la vie associative normale, les enlever aussi de leurs tâches quotidiennes pour aller les mettre dans des salles de réunion, je pense que ce n'est pas réfléchi. Et aujourd'hui, je suis venu voir mes soeurs et je suis aussi en synergie avec ma soeur de la pêche et de l'élevage. Donc, vérifier leurs conditions de vie et leur situation, je pense que je pourrais récolter pour ma soeur et discuter pour le bonheur de ces femmes dans le marché. Au cours des débats, il a été dit plusieurs fois, la femme est vulnérable à plusieurs niveaux. Elle est un pilier important de la famille. Le soutien du gouvernement aux femmes du marché est souhaité. Elles travaillent en genre, elles n'ont pas besoin de salle de classe pour comprendre qu'est-ce que c'est que les genres. Les hommes qui ont parlé ici ont parlé au nom des femmes, dans un langage qui nous a regardé nous-mêmes, parce que les éloges au nom de ces femmes, aujourd'hui, comptent pour nous pour revaloriser la femme. Les échanges ont également porté sur les questions de réconciliation, de paix et de la vie chère, surtout en ce moment où la communauté musulmane se prépare pour le mois de Ramadan, une période qui connaît tous les ans la hausse des prix des denrées sur le marché. Qu'aucun enfant ne naisse avec le VIH-Sida d'ici l'année 2020. C'est la volonté du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, dans la lutte contre le sida. Et cela afin d'atteindre les objectifs visés. Les acteurs de la lutte contre le sida et les partenaires techniques se retrouvent pour unir leurs forces afin de faire face au fléau. Kadidia Toukone. La lutte contre le sida, une préoccupation mondiale. Elle a été placée parmi les priorités du président de la République depuis son investiture à la magistrature suprême. C'est pourquoi les acteurs en charge de la lutte contre cette maladie au Mali et leurs partenaires se sont réunis une fois de plus pour échanger sur les problématiques du VIH-Sida. Notre pays a enregistré des avancées significatives dans cette lutte, mais l'éclatement de la crise dans notre pays et la floraison des sites d'orpaillage, entre autres, ont énormément perturbé les stratégies de lutte mises en place par le Haut Conseil national de lutte contre le sida. Il est donc nécessaire de renforcer les stratégies. La lutte contre le sida va connaître une nouvelle étape parce qu'on va aller dans une phase d'élimination. Les autres phases qui vont venir sont des phases programmatiques pour essayer d'accélérer les résultats, d'éliminer l'infection, d'accélérer la protection des populations vulnérables. Les partenaires du Mali ont réitéré leur soutien à notre pays pour renforcer les systèmes de santé afin d'atteindre l'objectif, l'élimination du sida d'ici à l'horizon 2030. Suite à la réorganisation du Haut Conseil national de lutte contre le sida, cette rencontre permet encore une fois de prendre contact avec vous et de vous renouveler notre accompagnement. Mais nous nous réjouissons aussi que tout ce que nous sommes en train de faire sont placés sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République. Sans votre engagement, il existe un risque fort de rechute des indicateurs. Il est donc important de ne pas relâcher nos efforts car la lutte n'est pas encore terminée. Toutes les préoccupations dans cette lutte ont été notées lors de cette rencontre. Les partenaires techniques et financiers du Mali et les responsables en charge de la lutte ont décidé d'unir leurs forces pour mettre un frein à cette pandémie. Ouverture ici à Bamako du premier congrès du réseau ouest-africain de développement des médicaments antipaludiques. Les chercheurs venus de 8 pays d'Afrique et d'Europe vont pouvoir restituer les résultats des recherches de développement des médicaments antipaludiques. Daouda Sidiki Diarra. Le paludisme demeure un problème majeur de santé publique, cela malgré les progrès enregistrés. Les parasites du paludisme ont la fâcheuse habitude de résister successivement aux médicaments que la communauté scientifique a utilisés pour le combattre. C'est dans cette perspective que les chercheurs scientifiques se sont réunis à Bamako pour restituer les résultats au cours du premier congrès du réseau ouest-africain de développement des médicaments antipaludiques. Le but de ce congrès est donc de partager avec nos autorités de tutelle, nos autorités sanitaires, nos populations d'études
et les communautés nationales et internationales les résultats saillants auxquels nous avons abouti pendant ces 7 ans. Formidable aventure pour le réseau Wanekam pendant ces 7 dernières années. C'est ainsi que le recteur de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, ISTTB, a qualifié d'excellent le travail de ces chercheurs du Nord et du Sud qui ont conjugué leurs efforts afin que le réseau puisse atteindre ses objectifs, à savoir le développement clinique de 2 nouveaux médicaments CTA, c'est-à-dire combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Il y a également le renforcement des capacités humaines de vos équipes respectives dans divers domaines de la recherche clinique, le renforcement de l'infrastructure de la recherche dans vos laboratoires respectifs ainsi que dans vos sites de recherche. Pour ce premier congrès du réseau Wanekam, les discussions seront focalisées autour des 36 communications. Les thèmes sont, entre autres, les réseautages, contributions dans la conduite des essais cliniques, la place du réseautage dans la mobilisation des ressources pour la recherche en Afrique. L'ONG Agir s'emploie pour une bonne santé sexuelle et reproductive des adolescents et des enfants en milieu communautaire. Une caravane de sensibilisation intitulée Créneau Ado vient d'être lancée sur la problématique dans la commune de Gongasso. Sikasso, on fait le point avec Daouda Diakité. C'est la commune rurale de Gongasso, située à une trentaine de kilomètres de Sikasso, qui a servi de cadre pour le top départ de cette caravane intitulée Créneau Ado. Une caravane portée par l'ONG Agir sur financement de Save the Children International. À travers ces programmes et compte tenu de la problématique de santé à laquelle les adolescents sont confrontés, nous avons organisé nos interventions autour des résultats suivants, à savoir l'accroissement de l'utilisation des pratiques positives des services de santé sexuelle et reproductive des adolescents, l'amélioration de la qualité des services de santé sexuelle et reproductive des adolescents et mettre en place un environnement politique pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive, l'éducation et la protection des adolescents. Pendant près de 2 semaines, la caravane sillonnera 13 communes du cercle de Sikasso pour informer, sensibiliser et orienter environ 6 000 jeunes et 17 000 autres personnes sur les thématiques de la santé sexuelle et reproductive. Nous invitons ainsi les leaders communautaires et les responsables des services techniques à accompagner l'équipe de caravane pour atteindre les résultats recherchés. Nous invitons aussi les caravaniers au respect des coutumes et traditions des localités d'accueil et de faire preuve de professionnalisme pour qu'il y ait une meilleure compréhension des messages transmis. A noter que l'ONG Agir, créée en 2003 par l'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, en plus de son engagement pour la qualité du cadre de vie, s'investit également pour améliorer la santé des populations en général et celle des jeunes adolescents en particulier. Nous repartons à Ségou pour parler de l'inauguration samedi dernier d'une bibliothèque. L'infrastructure réalisée grâce à l'ONG Savama se sauvegarde et valorisation des manuscrits renferme des manuscrits de la famille Djiré qui datent de plusieurs siècles. Une cérémonie qui a été présidée par Madame le ministre de la Culture, Madame Djaï Ramatoulaye Diallo. Reportage Kandesila. La nouvelle bibliothèque Omar El-Kébir Djiré qui a été inaugurée par Madame le ministre de la Culture en présence des autorités et de notabilité de Ségou est composée d'une salle de lecture et d'une bibliothèque. L'infrastructure a été réalisée grâce à l'appui de l'ONG Savama, sauvegarde et valorisation des manuscrits et la fondation Mama Aydra. L'objectif de cette infrastructure vise à protéger les vestiges et les manuscrits de la famille Djiré qui datent de plusieurs siècles. Ces manuscrits datent de 3 à 4 siècles. C'est leur conservation qui nous posait des problèmes. Ça fait 20 ans aujourd'hui. Et depuis lors, on a reconstruit et rénové 45 bibliothèques. Maintenant, cette œuvre que vous voyez a coûté pour Savama 16 339 082 francs. Cette cérémonie, certes modeste, a tout son sens. Au moment où le monde se froisse dans les soubresauts politico-économiques et fait face à une menace prétendument légitimée par les religions, les manuscrits viennent nous rappeler qui nous étions et quel héritage de cohésion et de vivre ensemble nous avons reçu. Une visite guidée aura permis à la délégation de voir plusieurs trésors, dont une bouilloire et une pierre qui ont servi au temps d'El Hadj Oumar Tal.
Rideau sur la 7e édition des Journées des banques et établissements financiers du Mali. L'édition 2017, comme les autres années, a été clôturée par un dîner qui a regroupé les communautés bancaires du Mali et ses partenaires autour du ministre des Investissements et du secteur privé. Notre reporter Fousseini Tunkara. Plusieurs distinctions ont été décernées au cours de ces dîners gala de clôture des Journées des banques et établissements financiers du Mali. Ces trophées ont été remis à des personnalités de l'administration publique, du secteur privé, du monde bancaire et universitaire. Le trophée spécial est revenu à notre confrère de Ourabank, Abdraman Sako, qui doit faire valoir ses droits à la retraite cette année. Il s'agit pour nous de saluer et de reconnaître les mérites de ces récipiendaires pour leur contribution de très grande qualité au niveau des responsabilités où ils se trouvent à la construction d'un Mali émergent. Dans son intervention, le président de la PBF a évoqué également les acquis de l'association qu'il dirige, mais aussi ses perspectives. Sur la période 2017-2018, l'Association pour des banques et financiers du Mali conduira des concertations avec les organisations professionnelles et patronales du secteur privé à travers un dialogue franc et constructif pour la construction de véritables partenariats. Cette démarche permettra de recenser toutes les préoccupations du secteur privé et d'apporter les réponses les mieux appropriées, notamment en matière de financement. À cette soirée dînatoire, le ministre de l'économie et des finances était représenté par celui en charge des investissements et du secteur privé. Le ministre Kouniba s'est dit très fier de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali pour son apport relatif à l'accessibilité des populations aux banques et établissements financiers. L'artiste Mbouye Kouaté et Sultan Ban ont accompagné la communauté bancaire du Mali et ses partenaires tout au long de cette soirée. Zoumana Tereta, un violoniste hors pair, vient de tirer sa révérence. Le natif de Ségou a beaucoup contribué à la valorisation du violon monocorde traditionnellement appelé sokou en langue bamana. Il était le roi des duos et à la fois instrumentiste et chanteur. Hommage à l'artiste à travers un focus signé Cheikh Oumar Sangaré. Selon des connaisseurs de la musique, Zoumana Tereta était à l'image de Sokoufo Seriba, le célèbre violoniste du roi d'Amazon Diarra de Ségou. Ségou, où Zoumana a vu le jour en 1963 dans le village de Damachié. Très jeune, il hérita son instrument de musique de prédilection d'un forgeron saisonnier. Depuis, ce violon monocorde appelé Sokou forgea son destin d'artiste. Il apprend vite à en fabriquer et jouer et finit par débarquer à Bamako en 1983 sous la pression d'un père opposé à sa carrière musicale. Il travaille d'abord comme manœuvre, puis chauffeur et acteur de la troupe de Bamako lors des biennales artistiques et culturelles. Ces activités n'empêchent pas Zoumana Tereta de continuer à pratiquer l'instrument de sa passion, le sokou, sur lequel il va se consacrer exclusivement à partir de 1990. Il a accompagné presque tous les grands de la musique malienne. Koni Koumaré, Awa Dramé, Amadou et Mariam, Djeneba Sek, Basekou Kouaté et j'en oublie volontiers. Zou a sorti 3 albums, dont Garba Maman et Marie Djenyari. Toute sa carrière, Zoumana Tereta a su apposer les séduisantes notes de son violon aux chansons du terroir et associer sa belle voix à celle d'autres artistes. Le virtuose du sokou s'en est allé hier, laissant dans le silence le mythique et vieux monocorde à archer fait à base d'un arc et d'une corde à crin de cheval, d'où son nom bambara sokou. Dors en paix, Zoumana Tereta. Dors en paix, Zoumana Tereta, ainsi va la vie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. L'information à retenir, fin à Conakry, en Guinée, de la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS. Et notre compatriote Ahmed Jan Semiga est le désormais haut commissaire pour l'OMVS. Excellente nuit à nos téléspectateurs de Wairma 1 et Wairma 2, c'est à Sikasso.